Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est aujourd'hui réunis toujours avec ce même plaisir de se retrouver chaque année dans ce forum pour présenter le projet Hébert, donc à Paris 18e, donc un projet de transformation d'un foncier ferroviaire appartenant à SNCF, bien évidemment, en quartier urbain mixte bas carbone. Donc, à ma droite, Michel Nerneuf, adjoint au maire de 18e, donc chargé de l'urbanisme, l'architecture et du renouvellement urbain et du logement, donc qui est grandement porteur de toutes ces opérations qu'on travaille dans le 18e. Donc moi-même, Fadia Karam, directrice générale d'Espace Ferroviaire et directrice de développement de SNCF Immobilier. Virginie Roric, à ma gauche, directrice du projet urbain Hébert, donc, qui a mené ce dossier depuis le début. Myriam Toulouse, architecte urbaniste associée, donc à l'agence Claire Shorter. Et Loïc Bonin, donc paysagiste dans l'atelier Jacqueline Hosty, associée. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été le talent de ce projet. Donc Espace Ferroviaire, donc juste pour rappel, donc c'est une filiale du groupe SNCF qui a le métier de maîtrise d'ouvrage, d'aménageur et développeur immobilier. Donc notre mission, c'est quoi ? Notre mission, c'est de travailler la transformation des fonciers ferroviaires appartenant à SNCF qui n'ont plus d'utilité pour le groupe, donc on les acquiert et on les travaille main dans la main avec les collectivités, les riverains, pour leur redonner sens, leur redonner valeur. Donc certes, ils ont une valeur industrielle, ils ont une valeur patrimoniale, mais pour les rendre ouverts à la ville, il faut un travail de transformation, de régénération, et c'est notre mission. Donc pour leur donner un sens social, économique, écologique et sociétal. Et c'est pour ça, donc, vu que quand même les enjeux de la transition écologique, énergétique aussi, mais aussi la démarche carbone dans les transformations et dans la construction, dans la transformation urbaine et dans la construction, on a décidé de prendre le chemin de fabriquer des quartiers bas carbone, surtout sur Paris, essentiellement parce que c'est les premiers projets qui commencent à sortir de terre. Et donc notre ambition, elle a donc 3 objectifs, des quartiers économes en ressources et bas carbone, une offre urbaine, humaine qui reste ouverte, donc qui laisse le champ du possible d'évolution programmatique dans le temps. Donc on travaille avec l'ouverture des usages dans le temps. Et la mixité et l'attractivité de ces quartiers, et certes une démarche de co-construction avec les collectivités, mais surtout avec les riverains. On va voir tout à l'heure aussi la démarche de concertation sur ce projet qui était amplement enrichissante pour le programme et surtout qui a permis de construire en sérénité ce projet. Donc les ambitions, donc une ambition oui, mais surtout des objectifs qu'on se fixe, qu'on souhaite atteindre, et qu'on a mis tous les moyens pour pouvoir les atteindre. Donc en matière de bas carbone, donc en réduction minimum de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans ce projet. L'économie circulaire, donc on vise recycler et valoriser 70% des déchets des BTP, mais aussi travailler sur des matériaux biosourcés en mode de construction. Les usages, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une possibilité de faire évoluer les programmations au fil de besoins des usagers dans le temps, et la conception le permet. Nature en ville et biodiversité, donc on va voir plus en détail tout à l'heure comment on a laissé place à la biodiversité sous différentes formes, pouvoir accompagner la conception. Donc je laisse la parole à Monsieur Nerneuf qui resitue un peu tout ça dans la dynamique de Paris Nord-Est. Oui, ce site fait partie donc du Paris Nord-Est élargi. Il est au cœur de différentes opérations qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu. On a donc sur la partie 19e l'îlot fertile qui a été que l'on voit au bout de la pointe jaune étant le site Hébert. On a aussi évidemment Chapelle Internationale qui est un secteur qui est en train d'être livré et qui est en train d'être fini, qui est aussi un secteur qui a été travaillé en partenariat avec Espace Ferroviaire.
secteur mixte, bien sûr. Et puis, nous avons aussi, évidemment, tout ce qui a été fait sur le 19e au niveau de McDonald's et compagnie. Donc, c'est un secteur qui, pour le moment, est vide. Enfin, il n'y a pas d'habitants qui se trouvent là. Et c'est donc une grande chance que nous avons dans le 18e, dans une ville qui est quand même un peu finie, Paris. Il n'y a plus tellement de place. Mais nous avons la chance justement d'avoir un centre de friches ferroviaire qui nous permettent donc de continuer la ville et de la créer suivant les principes que nous avons toujours eus à Paris, c'est-à-dire mixité d'usage et mixité sociale et générationnelle. Donc, comme je le disais, Espace Ferroviaire est un partenaire majeur pour le développement de Paris Nord-Est. Et sur le 18e, nous travaillons donc sur 3 secteurs avec Espace Ferroviaire. Le secteur de Chapelle Internationale dont j'ai parlé tout à l'heure, dans lesquels il y a à peu près 900 logements qui arrivent, avec toujours les mêmes principes de parité, grosso modo, entre la partie sociale et la partie accession, ou libre, ou intermédiaire. Avec aussi une halle fret qui va permettre de ravitailler Paris directement par le ferroviaire, et avec une ferme urbaine sur le toit de la halle qui va permettre aussi là de créer de l'agriculture urbaine à Paris. Je passe sur l'ensemble des autres points. Nous avons aussi le secteur ordinaire poissonnier, qui est donc à l'angle, en plein cœur du 18e, pas très loin de la mairie du 18e, qui est un secteur d'environ 3 hectares 7, je crois, à peu près, et qui actuellement est en train d'être travaillé. Et puis, bien sûr, Hébert, avec un programme de 103 000 mètres carrés. Donc, dans cette démarche-là, donc, le premier travail était de sortir de ce lieu en ville, hors ville, et lui redonner une première vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les équipes SNCF Immobilier représentant du propriétaire, une première occupation temporaire avec des cultures urbaines, donc avec le street art, donc un musée de street art qui a été déployé sur le site durant quasiment 1 an. Donc c'est une forme de revitalisation, d'avant-projet, si je peux dire, pour recréer le lieu. Et on a eu une très très belle fréquentation, quasiment 200 000 visiteurs durant l'année, avec des contributions, des programmes avec les écoles et les collèges. Donc c'était la première brique de resituer ce foncier dans une dynamique urbaine et sociale. La deuxième, je m'arrête un peu là-dessus, mais c'est surtout à ma gauche, c'est Virginie avec Pierre Magdelin qui est en salle, qui ont porté essentiellement la démarche de concertation avec les riverains. Donc énormément de travail durant quasiment 1 an, 2 réunions publiques, mais 8 rencontres avec les acteurs, plus de 300 participants, mais surtout des ateliers de production, de coproduction, donc avec tous les moyens, les maquettes, les visites, même population jeune des écoles ont été mobilisées. Certainement, s'il y a des questions, donc Virginie va mieux répondre que moi, mais c'est notre ADN, c'est que le projet soit accepté avec une forte contribution des riverains, ce qui a mérité quand même au final d'être estimé par la garante de la concertation du Paris Nord-Est comme étant un projet exemplaire dans cette démarche. Un point particulier, donc vu que les usagers, les gens sont au cœur de notre préoccupation, on souhaite aller plus loin dans une démarche santé sur ce projet, c'est-à-dire la réflexion sur les usages, l'impact des bruits, parce qu'on est le long des voies ferrées, l'ensoleillement, mais à l'échelle urbaine et à l'échelle du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a été retenu dans le cadre de l'AMI Santé, qui est pilotée par l'Agence régionale de la santé et l'ADEME. Donc pour déployer cette démarche d'approfondissement dans le cadre de la conception, pour être au plus haut rang dans une qualité santé pour les futurs usagers. Pour le projet, je laisse à la maîtrise d'œuvre présenter leur réflexion. Est-ce qu'on peut se mettre là pour faire passer ? C'est à toi ?
Je vais juste présenter peut-être le contexte avant que l'équipe présente le projet. Donc on est sur un terrain de 5 hectares 2 qui est effectivement un foncier ferroviaire dans lequel il y a les activités en fait sont parties, c'était des activités économiques et en fait on est dans un quartier avant tout de zone d'activité économique avec Cap 18 qui est en face du projet. Et on a quelque chose d'assez intéressant, notamment qui nous a permis d'être assez pédagogique dans la concertation, surtout à une époque où on a de plus en plus de mal à sortir de nouveaux projets et que tout projet est considéré comme dense. C'est vrai qu'on est dans un quartier en fait, qui est très peu habité. On a une ZAC Évangile qui est en face et qui a du mal à faire quartier, à faire ville. Les rez-de-chaussée ferment, les commerces ont du mal à survivre. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec cette proposition de faire un nouveau quartier, alors qui avait été discuté préalablement au PLU pour la modification du PLU de Paris en 2016. Mais les habitants ont vu tout de suite un intérêt en fait, à ce que ce nouveau quartier arrive parce qu'il allait faire ville et permettre de relier deux points stratégiques aujourd'hui que sont la place Hébert et puis effectivement la gare RERE, la gare Éole. Et c'est vrai que là, avec ce nouveau projet, même si effectivement on amène un certain nombre d'habitants, ça va pouvoir faire vraiment ville et le lien manquant aujourd'hui pour sortir ce bout du 18e peut-être un peu de son isolement. Il y a évidemment aussi l'opération la ZAC Chapelle-Charbon avec un parc de 5 hectares. C'est vrai qu'on s'inscrit dans un ensemble plus global d'organisation du 18e comme l'a présenté Michel Nerneuf. Sur le programme, on est donc sur un projet relativement mixte de 103 000 m². Avec un équilibre entre habitat et activité économie. Alors, un point aussi que je voudrais préciser, c'est vrai qu'on n'est pas sur un quartier qui a une spécificité, une thématique. Aujourd'hui, on aime beaucoup donner des thématiques comme ça au quartier. On a du mal peut-être à se dire qu'un quartier banal, mais dans le bon sens du terme, est peut-être une bonne chose. Or, nous, c'est plutôt ce qu'on a cherché à faire. On est dans un environnement qui a beaucoup d'équipements publics. Il y a plusieurs écoles maternelles et primaires, il y a une piscine, il y a une maison des sports qui est en train d'être, de quartier qui est en train d'être construite. Donc c'est vrai qu'on est sur un projet qui a déjà, enfin un quartier qui a déjà beaucoup d'équipements. On n'était pas là pour renforcer cela. On a toutefois voulu avoir un pôle, un îlot tertiaire qui allait faire locomotive de 30 000 m². On a aussi un équipement mixte, hybride, qui aura de l'enseignement, de l'activité, sur lequel on veut que ça soit un lien social avec le quartier très, très important. Ce projet se construit en plusieurs phases. Alors, on a toujours l'impression que les fonciers ferroviaires sont disponibles et de bons terrains à aménager. Celui-ci est sans doute un des plus simples, mais pour autant, il a plusieurs occupations qui restent. Donc, il y avait notamment la base Iris, qui est un équipement ferroviaire sur lequel on est obligé de faire une opération tiroir qui doit rester près des voies, qu'on a déplacé au sud-est du site sur la carte. On a la police régionale des transports aussi, qui doit s'en aller pour 2021. Et puis la pointe de ce quartier, enfin de ce site de 5 hectares 2, qui doit servir de base, et qui sert déjà d'ailleurs de base de maintenance de travaux pour le Charles de Gaulle Express. Donc ça fait que finalement, si on a pensé un plan guide global, et je ne l'ai pas dit, du coup c'est vrai qu'on a fait une consultation en concertation avec la ville, en co-construction avec la ville de Paris, et puis en concertation avec les habitants, on a effectivement un groupement autour de Claire Shorter, alors c'est l'agence LAC maintenant, et Myriam Toulouse, autour de paysagistes, donc Hostie, et puis Elliott comme bureau d'études
d'études de développement durable et OGI comme bureau d'études techniques. Et on a également un AMO concertation très clair. Et du coup, on a fait un plan guide global sur les 5 hectares 2, mais tu peux passer la slide dessus. Au vu en fait, du découpage de ces libérations foncières, on a déposé un premier permis d'aménager, alors sur la part la plus importante du site, 35 000 m², un peu plus. Mais c'est sur cette part-là qu'on a déposé un permis d'aménager, puisqu'on est un opérateur d'aménager privé, en février 2019. Et on vient de passer là l'enquête publique. Voilà. Pour l'instant, on a des retours, pas tant de retours que ça, des bons retours, des retours avec des questionnements. Mais bon, on est en pleine procédure. Donc je laisse présenter Myriam le projet. Ça va comme ça, il faut que je le rapproche. Bonjour. Donc pour notre équipe, en fait, ce projet comportait un double enjeu. Il s'agit d'abord de réussir la greffe de cette ancienne plateforme ferroviaire pour en faire un morceau à part entière de la ville. C'était aussi le pari d'y installer une densité habitable, en veillant à l'atterrissage un peu fin de la programmation sur le site pour produire les conditions d'un quartier qui soit à la fois vivant et agréable. Donc, dès le démarrage du projet, on a procédé par des scénarios exploratoires pour tester justement cette capacité du site à absorber la programmation, à l'accueillir. Donc on a combiné plusieurs manières de relier le site à son contexte, qui sont des options de trame d'espace public, qu'on a croisées avec des types de formes urbaines volontairement tranchées, des îlots fermés, un tissu en lanière et des îlots ouverts, de manière à produire des grains de ville qui soient très différents. Ensuite, on a analysé ces différents scénarios à travers plusieurs prismes, par des simulations bioclimatiques, donc sur le vent, l'ensoleillement et la question de la propagation du bruit. Et puis on a analysé les fonctionnements urbains, la circulation, la vie urbaine, la sécurité, les continuités paysagères, etc. Avec l'objectif qui était d'en extraire les atouts et les contraintes de chaque situation pour nous aider ensuite à arbitrer des choix complexes et multicritères, comme par exemple comment incliner les bâtiments par rapport à l'axe du faisceau ferré pour tenir compte à la fois des questions d'ensoleillement et des questions de bruit qui semblent contradictoires au premier abord. Ces scénarios, ils nous ont aussi été très utiles pour pouvoir mettre en débat ce projet avec les différents acteurs, la maîtrise d'ouvrage, et les élus, la ville, les services et bien sûr les habitants. L'objectif, ce n'était pas à la fin de choisir un scénario, mais plutôt de tirer un enseignement de ces différentes variations et puis de les intégrer ensuite dans un scénario de synthèse qu'on a recomposé à l'issue du process. Donc si on regarde plus précisément le site, on voit que c'est un terrain qui est aujourd'hui enclavé et très imperméable. Il est adossé au faisceau ferré de la gare de l'Est et son nivellement est calé sur l'altimétrie des voies ferrées. Il est donc rehaussé en fait par rapport au sol de la ville, d'où le mur de soutènement qui borde le site tout le long de la rue de l'Évangile. Tout autour, Virginie en a parlé, on a des tissus urbains plutôt disparates avec des micro-polarités de quartiers qui ont besoin d'être confortés, comme la place Hébert ou la place Macorlane, par exemple. Donc à la grande échelle, le site Hébert se situe à l'articulation de grandes polarités urbaines et paysagères. La gare RER Éole, le grand parc urbain, le parc Chapelle-Charbon, la grande tache verte qu'on le voit au nord de notre site, des lieux culturels comme la halle Pajol et des nouveaux quartiers. Donc ces espaces publics, les espaces publics du nouveau quartier s'insèrent donc dans ce réseau vert à un cadrage beaucoup plus large, marqué par des pièces paysagères de différentes échelles, du square de quartier jusqu'au grand parc urbain. Donc au regard du caractère très enclavé du site, comme l'a dit Myriam, avec ces murs de soutènement, cette plateforme qui est décollée du sol de la ville, et puis évidemment les coupures produites par les faisceaux, un des premiers enjeux va être de fabriquer de la porosité par les espaces publics dans un sens nord-sud entre le quartier existant et le faisceau ferré. Donc évidemment, le paysage et la topographie du lieu sont fortement marqués par les empreintes ferroviaires qu'on voit ici en rouge sur ce schéma. Au nord, la plateforme ferrée qui va être transformée en parc urbain, le parc Chapelle-Charbon, sur une surface de 5 hectares. Et au sud,
le faisceau ferré de la gare de l'Est, qui est encore en activité et qui borde notre site. Donc il ne s'agit pas du tout d'effacer ces lignes, mais plutôt de les révéler, de travailler avec, de s'adosser, de les regarder. Le paysage ferroviaire constitue vraiment un paysage en soi. Donc le projet doit tirer parti de ces emprises ferroviaires qui vont être traitées comme un fleuve, c'est-à-dire des grands corridors plantés avec ces ouvertures sur le ciel. Donc pour aller rapidement sur les principes d'aménagement qui ont été retenus, les premières intentions, elles ont bien sûr concerné les accroches du site à son contexte et la manière de venir reboucler avec les fils de la vie urbaine. Donc c'est compléter le maillon manquant autour de la place Hébert, on le voit en rouge sur la diapo. Faciliter les traversées piétonnes du site vers Rosa Parks d'une manière plus directe pour les piétons et les modes doux que pour les véhicules. C'est ici en jaune, la flèche jaune. De relier par de grandes continuités paysagères et piétonnes le site au futur parc Chapelle-Charbon, dont Loïc a parlé, et de connecter ces liaisons avec le couloir écologique des bords de voies ferrées, en utilisant notamment l'emprise dégagée par le passage du Charles de Gaulle Express en sous-sol, d'installer bien sûr une promenade le long des voies ferrées pour rendre possible ensuite son débouché jusqu'à la halle Pajol et au-delà dans le temps long de la ville, implanter ensuite un square au cœur du quartier, autour duquel on fédérera les constructions à venir. Et enfin, multiplier les porosités visuelles entre la rue de l'Évangile, le square et le faisceau ferré, à travers les lots privés. Alors, la matérialisation de ces liens en lieu a conduit à produire ce plan des espaces publics que Loïc détaillera tout à l'heure et à faire le choix d'un quartier apaisé avec des voies circulées qui bouclent en périphérie et un cœur entièrement apaisé pour les piétons et les cycles. En ce qui concerne les formes urbaines, pour ce projet, elles sont en grande partie déterminées par leur ancrage au contexte proche. Donc, au sud, côté place Hébert, on est dans un vocabulaire d'îlot qui reprend le tissu faubourien, avec notamment un grand îlot qui vient intégrer le collège existant Daniel Mayer. À l'opposé, côté nord, là où on est proche de la zone d'influence de Rosa Parks et là où il était difficile d'installer du logement parce que c'est la convergence des deux sources de bruit du site que sont la rue de l'Évangile et le faisceau ferré, on a installé des grandes emprises actives qui doivent permettre l'accueil d'activités à la fois artisanales, de logistique urbaine et tertiaire. L'objectif pour la ville étant aussi de rééquilibrer entre l'Est et l'Ouest parisien par ces grandes opérations autour de l'arc de l'innovation. Et au cœur du quartier, autour du square, on a étiré la présence végétale pour agrandir le square par des corridors et des porosités dans les îlots privés. Et on est venu y imbriquer des logements avec des formes urbaines qui sont un peu plus ciselées. Et avec, on le voit dans le cercle orange, l'îlot hybride qui vient comme un marqueur du quartier et qui accueillera une programmation mixte. Alors juste, pour nous, on pense qu'il ne peut pas y avoir de haute densité s'il n'y a pas de haute qualité, voire de très haute qualité. Donc avec la maîtrise d'ouvrage, on essaye d'être vraiment vigilant à ce que cette densité du bâti dans le quartier soit toujours corrélée à une grande qualité d'usage et d'habiter et à des exigences environnementales très fortes qui s'appuient justement sur les atouts de la ville dense. Donc je vais évoquer juste très vite trois sujets qui nous ont semblé cruciaux justement pour permettre la mise en place d'un quartier qui soit à la fois dense et vivable. La première, c'était que puissent coexister des modes d'habiter très variés au sein du quartier et même au sein de chaque îlot. Pour nous, ça rejoint la définition de la ville comme lieu d'urbanité, de diversité, d'altérité. Donc on a proposé de construire assez serré au sol pour pouvoir mieux répartir la densité et avoir des hauteurs de bâtiments qui soient assez tranchées, dans lesquelles on peut habiter de manière différente. On a donc à la fois sur certains îlots des immeubles bas, des duplex superposés avec des jardins ou des terrasses, et des émergences dans lesquelles on a des vues lointaines. Donc on voit ici, côté rue de l'Évangile, les logements intermédiaires sont desservis par une cour qui s'inspire des passages parisiens, avec des émergences qui donnent sur le square.
Et du côté de la voie ferrée, les émergences sont côté fleuve ferroviaire et les cours sont au calme pour permettre l'adressage des chambres avec des petits immeubles qui donnent sur le parc. L'intérêt de ces variations de typologie, c'est aussi de permettre une sorte de péréquation entre les modes constructifs et les matériaux sur les différents îlots. Un autre enjeu de la qualité pour le long terme, c'est l'élasticité et la capacité d'évolution des formes urbaines. En particulier ici, un travail sur les étages bas pour pouvoir s'adapter à différents usages, à l'image de ce qu'on trouve dans les cours parisiennes. Donc on a fait un travail spécifique sur les hauteurs d'étages et l'épaisseur des bâtiments qui permet d'anticiper ces futures évolutions. Il faut savoir que dans le projet, les bâtiments de logement auront une largeur maximum de 12 mètres, à la fois pour permettre des logements traversants, mais aussi pour pouvoir justement permettre une évolutivité dans le temps. Et enfin, on a essayé de porter une grande attention à la question des usages des espaces publics en lien avec l'usage des rez-de-chaussée pour produire ce quartier vivant, même sans programmation exceptionnelle dont tu parlais. On a défini très précisément la question des accès et on les a multipliés aux bâtiments pour qu'ils favorisent une forme de sécurité passive, notamment côté du faisceau ferré. On a aussi positionné ce qu'on appelle des micro-lieux à des emplacements stratégiques, là où pourraient s'installer des petits programmes type une terrasse de café, et on a veillé à la co-visibilité entre ces différents petits lieux d'intensité. Enfin, on a ensuite tout fait pour que ce quartier puisse être habité en rez-de-chaussée, en travaillant sur des fonctionnements en duplex rez-de-chaussée R+1, en installant des frontages qui servent de filtre végétal entre espace public et espace privé, et aussi par un travail sur l'altimétrie qui, par exemple, rue de l'Évangile, va mettre à distance les jardins privés de la voie publique. Donc à cette densité bâtie va répondre une densité végétale. Nous avons souhaité planter largement le quartier. On est à peu près sur donc 2 hectares d'espace public, dont 50 à 60% des espaces végétalisés et donc des espaces perméables. Sur la trame des espaces publics se compose, on va dire, de trois grandes typologies. Les fils verts qui relient la ville constituée et le faisceau ferré. Un cœur, le square en partie centrale, et puis la promenade du faisceau. Sur la première typologie, donc, ce sont les rues jardins. Il a fallu démultiplier les liens entre la rue de l'Évangile, la place Hébert, les futurs quartiers au nord, et puis le faisceau ferré qui est de fait attractif par la lumière qu'il procure. Nous avons mis en place une hiérarchie dans ces liens verts, de la rue jusqu'à la traverse, des espaces des plus publics, comme la rue Hébert, à des espaces les plus domestiqués, comme les rues apaisées, avec des systèmes de mise à distance, de frontage. Et vous voyez aussi sur la coupe, on a essayé d'optimiser toutes nos surfaces perméables et végétalisées dans notre travail en profil en travers. Savoir qu'aussi, tous ces espaces végétalisés récupèrent les eaux pluviales des espaces publics. Donc on travaille aussi avec une écriture très parisienne. On n'a pas du tout remis en question les palettes pour les rues. Par contre, pour les traverses, voilà, la grande traverse et la promenade du faisceau, on a souhaité travailler avec une matérialité un peu plus contemporaine. Au cœur de notre système, au cœur du quartier, un jardin de proximité. Je pense que 4000 m², on peut parler d'un square à la parisienne. C'est un jardin clos au pied des logements. On a souhaité en faire un véritable îlot de fraîcheur avec une densité végétale assez importante. On peut voir ici sur ce plan, et une densité végétale qui va se diffuser à l'intérieur des cœurs d'îlots. On n'en a pas parlé, mais les stationnements, les parkings vont être plutôt localisés sur la rue de l'Évangile, ce qui va permettre de nous offrir des cœurs d'îlots en pleine terre, dans la partie sud notamment, et pouvoir diffuser ce paysage de public dans les îlots privés, sur la base donc, de nos fiches de l'eau et de nos prescriptions. Ici une coupe pour parler aussi de ce jardin en creux, en point bas du quartier, qui va venir récupérer les eaux pluviales et alimenter une mare et un point d'eau. Une image du square.
Et en contrepoint de ce square, qui est très, très planté, on va dire plutôt luxuriant, un jardin, je crois qu'on peut parler aussi d'un jardin, un jardin d'ombre. Je pense que c'est important en ville d'avoir aussi des lieux contrastés. Donc en contrepoint de ce jardin densément planté, la promenade du Faisceau, qui, elle, bénéficie d'une exposition plein sud, donc d'une ouverture sur le ciel, d'horizon dégagé sur le faisceau ferré. Il y a un tropisme de ces paysages, et donc on a mis en place un paysage plutôt sec, dans la continuité, qui s'inspire des paysages ferroviaires, avec des systèmes donc de ballast, d'empierrement. Et c'est une véritable promenade qui est ponctuée de micro-lieux, de lieux de jardinage, de promenades, de lieux de pause, et qui s'ouvre comme ça sur le grand paysage ferroviaire. Je termine. Oui. D'accord. Je voudrais juste, peut-être pour revenir un peu aux ambitions que je disais au tout début de la présentation, donc un maître d'ouvrage comme nous, c'est-à-dire un ménageur peut ambitionner des choses, mais s'il n'y a pas tout ce travail fin de déclinaison concrète des solutions, que ce soit à l'échelle de l'aménagement, de traitement des espaces ou dans la conception urbaine et donc demain immobilière, on ne peut pas atteindre les objectifs de performance en carbone, de performance en biodiversité, de performance en économie circulaire. Donc c'est toute l'intelligence de la démarche de la conception qui a été menée et qu'on vient de vous présenter. Peut-être plus en détail pour revenir sur ces ambitions, comment ils trouvent corps dans des expressions d'usage dans le cadre du projet. Oui, donc on a en fait structuré les différents thèmes à la fois spatiaux et environnementaux autour de 5 ambitions qui ont ensuite été déclinées en recommandations et en indicateurs quantifiables pour définir des règles du jeu pour la suite. Donc la première ambition est regroupée autour de la notion de quartier vivant. Elle agrège la question des rez-de-chaussée évolutifs et attrayants, des micro-lieux, de la sécurité passive et des modes d'habiter différenciés dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième ambition, elle est fédérée autour de la question du confort. Donc on y retrouve les différents dispositifs bioclimatiques à mettre en œuvre, en particulier sur les questions acoustiques et aéroliques, en lien avec ce grand faisceau. On y retrouve la question des logements traversants, des épanelages, qui garantissent un bon ensoleillement aussi. Je passe comme ça. La troisième ambition, c'est quartier nature à vivre, donc avec les prescriptions de pleine terre, de surfaces végétalisées qui vont au-delà du PLU, la transparence avec les cœurs d'îlots plantés et la question des continuités végétales. Ensuite, en quatrième ambition, on a mis le quartier marchable, c'est-à-dire qu'il s'agit de favoriser le recours au mode doux, à la fois en limitant et en mutualisant le stationnement. C'est aussi en rendant fonctionnels et qualitatifs les locaux vélos, et également par la question de la trame qui rapproche les porosités visuelles et d'usage tout au long du quartier. Et enfin, un quartier sobre et parisien. Donc cette dernière ambition, elle reprend les critères de performance énergétique et bas carbone, avec 30% des constructions qui doivent atteindre le E3C2. Et la question de la cohérence du quartier qui va passer par le choix de palettes de matériaux et de couleurs avec un albédo qui permette de réfléchir la lumière et de lutter contre les lots de chaleur urbains. Enfin, on demandera que 30% minimum, que tous les matériaux soient pérennes, dont 30% issus de filières sèches et locales. Donc tout ça va être traduit dans les cahiers des charges de prescription d'aménageurs qui vont être définis fiche par fiche, lot par lot, les attentes chiffrées, des objectifs bien précis pour qu'au total, ce quartier puisse répondre à l'ambition globale, qu'elle soit en matière de carbone, en matière d'énergie. On n'a pas dit qu'il y a une boucle de chaleur de quartier, mais voilà, il y a 7000 m² de panneaux photovoltaïques
photovoltaïques qui vont être déployés sur l'ensemble des bâtiments. Il y a, je redis, de travail sur les solutions de recyclage des matériaux in situ dans le cadre des chantiers. Donc ça va de la conception à la réalisation et à l'exploitation de demain, parce que notre ambition aussi que tous les bâtiments soient dans un modèle de BIM aussi, qui soit conçu dans une capacité d'exploitation précise demain par les futurs exploitants, mais aussi dans une démarche d'optimisation de la conception par ces plateformes collaboratives de conception qu'on peut mettre en place tout au long du projet. Donc, comme on disait, on a déposé un permis d'aménager en février. Le projet est passé en conseil d'arrondissement et en conseil de ville en juin, notamment pour tout ce qui était protocole foncier. Il y a une petite part de foncier qu'on vend à la ville, ce qui est l'élargissement en fait de la rue de l'Évangile. Et puis il y a des conventions, un PUP sur tout ce qui est équipement scolaire. Et on remet l'ensemble des réalisations, espaces publics et voiries à la ville de Paris à terme. Donc on a eu une enquête publique là qui était en septembre-octobre. On a eu le PV du commissaire enquêteur et on doit rendre notre mémoire en réponse. Et on envisage d'avoir le permis d'aménager, en fait, autour de, sans doute après les élections, autour de mars-avril 2020. On a des premiers de permis de construire qui viendront en 2021. Les 2 lots que l'on a placés en commercialisation sont le lot J et le lot D. Donc ce sont des lots qui sont le long de la rue de l'Évangile, le lot tertiaire effectivement de 30 000 m² et le lot mixte où il y a à la fois du logement en accession et un équipement de 4 000 m² autour de l'enseignement et d'accueil de coworking, association. Enfin, là aussi c'est un projet à créer pour dynamiser et faire entrant dans le quartier, puisqu'il est le long de la rue de l'Évangile. Et les travaux d'aménagement se feront également en 2021. Donc après, il y a un échelonnement du projet, comme je vous disais, pour une livraison globale du quartier en 2027, autour de 2027. Voilà. Donc, monsieur, peut-être une question. Merci. Oui, donc sur la démarche bas carbone, donc dans tous les cas, il nous manque peut-être un partenaire. Ça aurait été bien d'avoir aussi Elliott avec nous, parce que c'est un bureau d'études qui nous accompagne en détail sur ce travail-là. Donc déjà, tous les matériaux seront des matériaux biosourcés, donc que ce soit en bois ou autre. L'impact carbone, il y a différentes choses, comme vous le savez bien. Il y a les matériaux, il y a la mobilité, il y a l'énergie. Donc voilà, donc je reviens sur les ambitions carbone avec l'affichage de O3C1 ou O3C2. Ça sera au global, dans tous les cas, une performance de réduction minimum de 30 à 35% des émissions CO2 induits par le projet. Donc les différents leviers, donc on va, parce qu'atteindre le E3C2, on n'a pas aujourd'hui un cas concret réalisé qui a on a pu dire, avec le dire de tous les experts, c'est atteignable à l'échelle d'un bâtiment. On n'a pas ça. Donc on travaille avec les meilleurs bureaux d'études pour avoir cette certitude. On se target nous-mêmes d'atteindre quand même cet objectif-là sur une partie du programme, peut-être pas le global, mais une partie du programme, mais au global, l'opération affichera un réel impact réducteur des effets CO2 dans le projet, par la production du projet. Sur la partie énergétique, on a une boucle de chaleur qu'on va déployer, donc il y a un mix énergétique aussi qui va permettre d'atteindre 50% des énergies renouvelables à l'échelle du quartier. Donc on parlait tout à l'heure aussi des panneaux solaires qui vont aussi compléter l'offre de mix énergétique dans le cadre de la mutualisation énergétique du quartier. En termes de mobilité, on a quasiment évincé la place de la voiture dans le quartier parce qu'on n'a pas de place de stationnement prévu à l'intérieur du projet. Les seuls parkings, il est prévu à partir de la rue de l'Évangile. Donc les voitures n'entrent vraiment quasiment pas dans le quartier, puisque
qu'il n'y a pas d'usage direct pour les stationnements. On déploie une offre de mobilité servicielle douce, donc tout au long des liaisons piétonnes qui connectent le projet au quartier voisinant. Voilà, c'est un peu en mixant toutes ces solutions, et je redis, on travaille sur maximiser l'ensoleillement. Toute la conception nous a permis de faire une conception bioclimatique, donc optimiser ce volet-là, et c'est en semant tout ça qu'on va arriver à des quartiers performants. On va pousser le plus loin possible de ce qu'on peut atteindre en marchant dans la conception de projet. Sur la biodiversité, peut-être notre paysagiste peut mieux nous aider. Donc sur le végétal, le travail est en cours. On a plusieurs actions. Déjà, effectivement, j'ai parlé de densité, parce qu'on s'est donné vraiment les moyens pour perméabiliser au maximum nos sols. On a eu beaucoup d'échanges avec les différents services de la ville de Paris pour pouvoir infiltrer, alors qu'on avait du gypse en dessous. On a réussi à avoir ces autorisations pour que les espaces verts ne soient pas uniquement décoratifs, mais aient un sens pour récupérer l'eau à son passage le plus court. Et ensuite, sur la palette végétale, on travaille à peu près 80 ou 90% avec des essences locales. On s'autorise aussi quelques essences un peu plus horticoles, en tout cas notamment sur la promenade du Faisceau. On va avoir des grosses expositions au soleil. Donc là, on va mettre en place une palette adaptée à cet ensoleillement, au vent aussi, voilà, cette exposition particulière. Et sinon, je pense qu'on a quand même répondu à la question aussi des corridors, puisque la trame verte, elle vient vraiment dans la continuité du Faisceau, et elle vient se raccrocher au parc Chapelle-Charbon, de manière à mettre en évidence des continuités à des échelles un peu plus larges. Et pour compléter, en fait, on est accompagné. Alors évidemment, il y avait le diagnostic faune-flore qui est nécessaire dans tout ce qui est étude d'impact, mais on est accompagné par un écologue tout au long de la conception et réalisation du projet. Donc c'est vrai que on était sur un site qui était ferroviaire, d'activité économique, donc avec peu de faune et de flore. Et l'idée, en tout cas, c'est effectivement, comme le disait Loïc, de faire que cet endroit va être un accueil tant de faune que de flore. Et c'est vrai que l'écologue va nous aider à ça et à poursuivre notre démarche de manière approfondie sur ce thème. Il y a notamment tout ce qui est espace invasif. Donc dans notre méthode de déconstruction, on a fait un traitement particulier sur ce type de plantes. Donc voilà, après il y a des solutions très techniques. On n'a pas choisi de développer ici, mais qu'on pourra présenter de manière plus approfondie si vous le souhaitez, en aparté peut-être. On compte beaucoup aussi sur les opérateurs immobiliers avec qui on va être emmené à se marier, parce qu'on a l'intention de développer une partie des programmes avec des tiers ou tout seul. Donc c'est au lot par lot, on va réfléchir le sujet, mais on compte beaucoup sur cette intelligence collective, parce que les opérateurs de la construction et de la promotion immobilière ont déjà aussi beaucoup exploré, au-delà du projet qu'on présente, beaucoup de choses, et certainement ils seront avec des apports d'idées et d'enrichissement de méthodes de production pour atteindre les objectifs. Nous, notre but, c'est d'aller au plus loin possible. Et maintenant, c'est la somme des choses qui va faire, on va pouvoir aller plus loin ou pas. Effectivement, parce qu'en termes de conception et réalisation, on peut atteindre des objectifs, mais c'est en termes de pratique. Il n'y a pas cette responsabilité des futurs usagers. On n'arrivera pas vraiment à réduire le bilan. Donc, ce travail de post-livraison, c'est aussi une démarche qu'on est en train de travailler pour la structurer. Comment responsabiliser les futurs usagers pour être aussi partenaires dans la suite, parce que nous, on aura fini, on sera parti. Comment eux, ils peuvent reprendre le flambeau pour que cette démarche reste pérenne dans l'optimisation du bilan carbone.